Bonsoir et bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour un voyage au bout de la nuit en compagnie de Diderot et de Jacques, le fataliste et son maître. Nous avons découvert dernièrement de belles histoires d'amour qu'ils se racontent entre eux. Et il faut dire que le maître aime beaucoup les histoires de Jacques. Nous allons poursuivre notre lecture. Et bien sûr, si vous avez des histoires, des récits ou alors un petit coucou pour nous, les lecteurs, bien sûr, vous pouvez nous envoyer tout ceci à l'adresse postale de D8, qui est le 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt, ou alors nous envoyer tout ceci sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je reprends donc la lecture en page 174. À force d'y rêver, voici ce qui lui vint en idée. Madame de la Pommeraye avait autrefois connu une femme de province qu'un procès avait appelée à Paris avec sa fille, jeune, belle et bien élevée. Elle avait appris que cette femme, ruinée par la perte de son procès, en avait été réduite à tenir tripot. On semblait chez elle enjouer. On soupait, et communément, un ou deux des convives restaient, passaient la nuit avec madame et mademoiselle, à leur choix. Elle mit un de ces gens en quête de ces créatures. On les déterra. On les invita à faire visite à madame de la Pommeraye, qu'elle se rappelait à peine. Ces femmes, qui avaient pris le nom de madame et de mademoiselle Desnoms, ne se firent pas attendre. Dès le lendemain, la mère se rendit chez madame de la Pommeraye. Après les premiers compliments, madame de la Pommeraye demanda à la Desnoms ce qu'elle avait fait, ce qu'elle faisait depuis la perte de son procès. Pour vous parler avec sincérité, lui répondit la Desnoms, je fais un métier périlleux, infâme, peu lucratif et qui me déplaît, mais la nécessité contraint la loi. J'étais presque résolue à mettre ma fille à l'opéra, mais elle n'a qu'une petite voix de chambre et n'a jamais été une danseuse médiocre. Je l'ai promenée, pendant et après mon procès, chez des magistrats, chez des grands, chez des prélats, chez des financiers, et qui s'en sont accommodés pour un terme et qui l'ont laissée là. Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle n'ait de la finesse, de la grâce, mais aucun esprit de libertinage. Rien de ses talents propres à réveiller la langueur des hommes blasés. Mais ce qui nous a le plus nui, c'est qu'elle s'était entêtée d'un petit abbé de qualité, impie, incrédule, dissolu, hypocrite, antiphilosophe, que je ne vous nommerai pas. Mais c'est le dernier de ceux qui, pour arriver à l'épisoca, ont pris la route qui en est même temps la plus sûre et qui demande le moins de talent. Je ne sais ce qu'il faisait entendre à ma fille, à qui il venait lire tous les matins les feuillets de son dîner, de son souper, de sa rhapsodie. Sera-t-il évêque? Ne le sera-t-il pas? Heureusement, ils se sont brouillés. Ma fille lui ayant demandé un jour s'il connaissait ceux contre lesquels il écrivait, et l'abbé lui ayant répondu que non. Il avait d'autres sentiments que ceux qu'il ridiculisait, et l'abbé lui ayant répondu que non. Elle se laissa emporter à sa vivacité, et lui présenta que son rôle était celui du plus méchant et du plus faux des hommes. Madame de la Pommeraye lui demanda si elle s'était fort connue. Beaucoup trop, malheureusement. À ce que je vois, vous ne tenez point à votre état. Aucunement, et ma fille me proteste tous les jours que la condition la plus malheureuse lui paraît préférable à la sienne. Elle en est une mélancolie qui achève d'éloigner d'elle. Si je me mettais en tête de vous faire à l'une et à l'autre le sort le plus brillant, vous y consenteriez donc? Ah, bien moins. Mais il s'agit de savoir si vous pouvez me promettre de vous conformer à la rigueur des conseils que je vous donnerai. Quel qu'il soit, vous pouvez y compter.
et vous serez à mes ordres quand il me plaira. Nous les attendrons avec impatience. Cela me suffit. Retournez-vous-en. Vous ne tarderez pas à les recevoir. En attendant, défaites-vous de vos meubles. Vendez tout. Ne réservez pas même vos robes, si vous en avez des voyantes. Cela ne cadrerait point à mes vues. Jacques, qui commençait à s'intéresser, dit à l'hôtesse: « Et si nous buvions à la santé de Madame la Pommeraye ?»« Volontiers. Et à celle de Madame Denon ? Taupe. Et vous ne refuserez pas celle de Mademoiselle Denon, qui a une jolie voix de chambre, peu de talent pour la danse, et une mélancolie qui la réduit à la triste nécessité d'accepter un nouvel amant tous les soirs. Ne riez pas, c'est la plus cruelle des choses. Si vous saviez le supplice quand on n'aime pas. À Mademoiselle Denon, à cause de son supplice. Allons. Notre hôtesse, aimez-vous votre mari? Pas autrement. Vous êtes donc bien à plaindre, car il me semble d'une belle santé. Tout ce qui reluit n'est pas d'or. À la belle santé de notre hôte. Buvez tout seul. Jacques, mon ami, tu te presses beaucoup. Ne craignez rien, monsieur, il est loyal, et demain il n'y paraîtra pas. Puis, il n'y paraîtra pas demain. Et que je ne fais pas ce soir grand cas de ma raison. Mon maître, ma belle hôtesse, encore une santé qui me tient fort à cœur. C'est celle de l'abbé de Mademoiselle Denon. Fit donc, monsieur Jacques, un hypocrite, un ambitieux, un ignorant, un calomniateur, un intolérant, car c'est comme cela qu'on appelle, je crois, ceux qui ignoraient volontiers quiconque me pense point comme eux. C'est que vous ne savez pas, notre hôtesse, que Jacques, que voilà, est une espèce de philosophe et qu'il fait un cas infini de ces petits imbéciles qui se déshonorent eux-mêmes et la cause qu'ils défendent si mal. Il dit que son capitaine les appelait le contrepoison des huées, des Nicoles, des Bossuet. Il n'entendait rien à cela, ni vous non plus. Votre mari est-il couché? Il y a belle heure. Et il vous laisse causer comme cela? Nos maris sont aguerris. Madame de la Pommeraye monte dans son carrosse, court les faubourgs les plus éloignés du quartier de la Denon, loue un petit appartement en maison honnête, dans le voisinage de la paroisse, le fait meubler le plus succinctement qu'il est possible, invite la Denon et sa fille à dîner. Elle les installe ou le jour même ou quelques jours après, leur laissant imprécis de la conduite qu'elles ont à tenir. Notre hôtesse, nous avons oublié la santé de Madame de la Pommeraye, celle du marquis des Arcis. Ah, cela n'est pas honnête. Allez, monsieur Jacques, la cave n'est pas vide. Voici ce précis, ou ce que j'en ai retenu. Vous ne fréquenterez point les promenades publiques, car il ne faut pas qu'on vous découvre. Vous ne recevrez personne, pas même vos voisins et vos voisines, parce qu'il faut que vous affectiez la plus profonde retraite. Vous prendrez dès demain l'habit des dévotes, parce qu'il faut qu'on vous croie tel. Vous n'aurez chez vous que des livres de dévotion, parce qu'il ne faut rien autour de vous qui puisse vous trahir. Vous serez de la plus grande assiduité aux offices de la paroisse, jour de fête et jour ouvrable. Vous vous intriguerez pour avoir entré au parloir de quelques couvents. Le bavardage de ces recluses ne nous sera pas inutile. Vous ferez connaissance étroite avec le curé et les prêtres de la paroisse, parce que je puis avoir besoin de leurs témoignages. Vous n'en recevrez d'habitude aucun. Vous irez à confesse et vous approcherez des sacrements au moins 2 fois le mois. Vous reprendrez votre nom de famille parce qu'il est honnête et qu'on fera tôt ou tard des informations dans votre province. Vous ferez de temps en temps quelques petites aumônes et vous n'en recevrez point, sous quelque prétexte que ce puisse être. Il faut qu'on ne vous croie ni pauvre ni riche. Vous filerez, vous coudrez, vous tricoterez, vous broderez, et vous donnerez aux dames de charité votre ouvrage à vendre.
Vous vivrez de la plus grande sobriété, 2 petites portions d'auberge, et puis c'est tout. Votre fille ne sortira jamais sans vous, ni vous sans elle. De tous les moyens d'édifier à peu de frais, vous n'en négligerez aucun. Surtout, jamais chez vous. Je vous le répète, ni prêtre, ni moine, ni dévot. Vous irez dans les rues les yeux baissés. À l'église, vous ne verrez que Dieu. J'en conviens. Cette vie est austère, mais elle ne durera pas. Et je vous en promets la plus signalée récompense. Voyez, consultez-vous. Si cette contrainte vous paraît au-dessus de vos forces, avouez-le-moi. Je n'en serai ni offensée ni surprise. J'oubliais de vous dire qu'il serait à propos que vous fissiez un verbiage de la mysticité. Et que l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament vous devint familière, afin qu'on vous prenne pour les dévotes d'ancienne date. Faites-vous janséniste ou moliniste, comme il vous plaira. Mais le mieux sera d'avoir l'opinion de votre curé. Ne manquez pas à tort et à travers, dans toute occasion, de vous déchaîner contre les philosophes. Criez que Voltaire est l'antéchrist. Sachez par cœur l'ouvrage de votre petit abbé et colportez-le s'il le faut. Madame de la Pommeraye ajouta. Je ne vous verrai point chez vous. Je ne suis pas digne de commerce d'aussi sainte femme. Mais n'en ayez aucune inquiétude. Vous viendrez ici clandestinement quelquefois et nous nous dédommageons en petit comité de votre régime pénitent. Mais tout en jouant la dévotion, n'allez pas à vous empêtrer. Quant aux dépenses de votre petit ménage, c'est mon affaire. Si mon projet réussit, vous n'aurez plus besoin de moi. S'il manque, sans qu'il y ait de votre faute, je suis assez riche pour vous assurer un sort honnête et meilleur que l'état que vous m'aurez sacrifié. Mais surtout, soumission absolue. Illimitée à mes volontés, sans quoi je ne réponds de rien pour le présent et ne m'engage à rien pour l'avenir. Le maître, en frappant sur sa tabatière et regardant à sa montre l'heure qu'il est. Voilà une terrible tête de femme. Dieu me garde d'en rencontrer une pareille. Patience, patience. Vous ne la connaissez pas encore. En attendant, ma belle, notre charmante hôtesse, si nous disions un mot à la bouteille. Monsieur Jacques, mon vin de champagne m'embellit à vos yeux. Je suis pressée depuis si longtemps de vous faire une question, peut-être indiscrète, que je n'y saurais plus tenir. Faites votre question. Je suis sûre que vous n'êtes pas né dans une hôtellerie. Il est vrai. Que vous y avez été conduite d'un état plus élevé par des circonstances extraordinaires. J'en conviens. Et si nous suspendions un moment l'histoire de Madame de la Pommeraye? Cela ne se peut. Je raconte volontiers les aventures des autres, mais non pas les miennes. Sachez seulement que j'ai été élevée à Saint-Cyr, où j'ai peu lu l'Évangile et beaucoup de romans. De l'abbaye royale à l'auberge que je tiens il y a loin. Il suffit, prenez que je ne vous ai rien dit. Tandis que nos 2 dévotes édifiaient et que la bonne odeur de leur piété et de la sainteté de leurs mœurs se répandait à la ronde, Madame de la Pommeraye observait avec le marquis les démonstrations extérieures de l'estime, de l'amitié, de la confiance la plus parfaite. Toujours bienvenue, jamais ni grondée ni boudée, même après de longues absences. Il lui racontait toutes ses petites bonnes fortunes, et elle paraissait s'en amuser franchement. Elle lui donnait ses conseils dans les occasions d'un succès difficile. Elle lui jetait quelquefois des mots de mariage, mais c'était d'un ton si désintéressé qu'on ne pouvait la soupçonner de parler pour elle. Si le marquis lui adressait quelques-uns de ses propos tendres ou galants, dont on ne peut guère se dispenser avec une femme qu'on a connue, où elle en souriait, elle les laissait tomber. À l'en croire, son cœur était paisible, et ce qu'elle n'aurait jamais imaginé,
Elle éprouvait qu'un ami tel que lui suffisait au bonheur de la vie. Et puis elle n'était plus de la première jeunesse, et ses goûts étaient bien émoussés. Quoi? Vous n'avez rien à me confier? Non. Mais le petit comte, mon ami, qui vous pressait si vivement de mon règne? Je lui ai fermé ma porte, je ne le vois plus. C'est d'une bizarrerie. Et pourquoi l'avoir éloigné? C'est qu'il ne me plaît pas. Ah, madame, je crois vous deviner. Vous m'aimez encore. Vous comptez... Cela se peut. Vous comptez sur un retour? Pourquoi non? Et vous vous ménagez tous les avantages d'une conduite sans reproche. Je le crois. Et si j'avais le bonheur ou le malheur de reprendre, vous feriez au moins un mérite de silence, que vous garderiez sur mes torts. Vous me croyez bien délicate et bien généreuse? Mon ami, après ce que vous avez fait, il n'est aucune sorte d'héroïsme dont vous ne soyez capable. Je ne suis pas trop fâchée que vous le pensiez. Ma foi, je cours le plus grand danger avec vous, j'en suis sûre. Et moi aussi. Il y avait environ 3 mois qu'il en était au même point, lorsque Madame de la Pommeraye crut qu'il y était temps de mettre en jeu ses grands ressorts. Un jour d'été qu'il faisait beau, et qu'elle attendait le marquis à dîner, elle fit dire à la Dénon et à sa fille de se rendre au jardin du roi. Le marquis vint. On servit de bonne heure. On dîna gaiement. Après dîner, Madame de la Pommeraye propose une promenade au marquis, s'il n'avait rien de plus agréable à faire. Il n'y avait ce jour-là ni opéra, ni comédie. Ce fut le marquis qui en fit la remarque. Et pour se dédommager d'un spectacle amusant par un spectacle utile, le hasard voulut que ce fût lui-même qui invita la marquise à aller voir le cabinet du roi. Il ne fut pas refusé, comme vous pensez. Voilà les chevaux mis, les voilà partis, les voilà arrivés au jardin du roi, les voilà mêlés dans la foule, regardant tout et ne voyant rien, comme les autres. Lecteur, j'avais oublié de vous peindre le site des 3 personnages dont il s'agit ici. Jacques, son maître, et l'hôtesse. Faute de cette attention, vous les avez entendus parler, mais vous ne les avez point vus. Il vaut mieux tard que jamais. Le maître à gauche, en bonnet de nuit, en robe de chambre, était étalé nonchalamment dans un grand fauteuil de tapisserie. Son mouchoir jeté sur le bras du fauteuil et sa tabatière à la main. L'hôtesse sur le fond, en face de la porte, proche la table, son verre devant elle. Jacques, sans chapeau, à sa droite, les 2 coudes appuyés sur la table et la tête penchée contre 2 bouteilles. 2 autres étaient à terre, à côté de lui. Au sortir du cabinet, le marquis et sa bonne amie se promenèrent dans le jardin. Ils suivaient la première allée qui est à droite, en entrant proche l'école des arbres, lorsque Madame de la Pommeraye fit un cri de surprise en disant « Je ne me trompe pas, je crois que ce sont elles. Oui, oui, ce sont elles-mêmes. » Aussitôt, on quitte le marquis et l'on s'avance à la rencontre de nos 2 dévotes. La Dénon-fille était à ravir sous ce vêtement simple, qui n'attirant point le regard fixe, l'attention tout entière sur la personne. « Ah, c'est vous, madame? »« Oui, c'est moi. »« Et comment vous portez-vous? Et qu'êtes-vous devenu depuis une éternité? Vous savez, nos malheurs, il a fallu s'y résigner et vivre retiré comme il convenait à notre petite fortune. Sortir du monde quand on ne peut plus s'y montrer décemment. Mais moi, me délaisser, moi qui ne suis pas du monde et qui ai toujours le bon esprit de le trouver aussi maussade qu'il est. Un des inconvénients de l'infortune, c'est la méfiance qu'elle inspire. Les indignes craignent d'être opportuns. Vous, importune pour moi, ce soupçon est d'une bonne injure. Madame, j'en suis tout à fait innocente.
Je vous ai rappelé 10 fois à maman. Mais elle me disait, Madame de la Pommeraye, personne, ma fille ne pense plus à nous. Quelle injustice! Asseyons-nous. Nous causerons? Voilà, Madame, Monsieur le Marquis des Arcis, c'est mon ami, et sa présence ne vous gênera pas. Comme mademoiselle est grandie, comme elle est embellie depuis que nous ne nous sommes vus. Notre position a cela d'avantage qu'elle nous prive de tout ce qui nuit à la santé. Voyez son visage, voyez ses bras. Voilà ce qu'on dit à la vie frugale et réglée au sommeil, au travail, à la bonne conscience, et c'est quelque chose. On s'assit, on s'entretint d'amitié. La dénon-mère parla bien, la dénon-fille parla peu. Le ton de la dévotion fut celui de l'une et de l'autre, mais avec aisance et sans pruderie. Longtemps avant la chute du jour, nos deux dévotes se levèrent. On leur représenta qu'il était encore de bonne heure. La dénon-mère dit assez haut à l'oreille de Madame de la Pommeraye qu'elle avait encore un exercice de piété à remplir, et qu'il leur était impossible de rester plus longtemps. Elle était déjà à quelque distance lorsque Madame de la Pommeraye se reprocha de ne leur avoir pas demandé leur demeure et de ne leur avoir pas appris la sienne. C'est une faute, ajouta-t-elle, que je n'aurais pas commise autrefois. Le marquis courut pour la réparer. Elles acceptèrent l'adresse de Madame de la Pommeraye, mais quelles que furent les instances du marquis, il ne put obtenir la leur. Il n'osa pas leur offrir sa voiture, en avouant à Madame de la Pommeraye qu'ils en avaient été tentés. Le marquis ne manqua pas de demander à Madame de la Pommeraye ce que c'était que ces deux femmes. Ce sont deux créatures plus heureuses que nous. Voyez la belle santé dont elles jouissent, la sérénité qui règne sur leur visage, l'innocence, la décence qui dicte leurs propos. On ne voit point cela et n'entend point cela dans nos cercles. Nous plaignons les dévots nous plaignent, et à tout prendre, je penche à croire qu'ils ont raison. Mais marquise, est-ce que vous seriez tentée de devenir dévote? Pourquoi pas? Prenez-y garde. Je ne voudrais pas que notre rupture, si c'en est une, vous menât jusque-là. Et vous aimeriez mieux que je rouvrisse ma porte au petit comte? Beaucoup mieux. Et vous me le conseilleriez? Sans balancer. Madame de la Pommeraye dit au marquis ce qu'elle savait du nom, de la province, du premier état et du procès des deux dévotes, y mettant tout l'intérêt et tout le pathétique possible. Puis elle ajouta, « Ce sont deux femmes d'un mérite rare. La fille surtout. Vous concevez qu'avec une figure comme la sienne, on ne manque de rien ici, quand on veut en faire ressource. Mais elles ont préféré une honnête modicité à une aisance honteuse. Ce qui leur reste est si mince qu'en vérité, je ne sais comment elles font pour subsister. Cela travaille nuit et jour. Supporter l'indigence quand on y est né, c'est ce qu'une multitude d'hommes savent faire, mais passer de l'opulence au plus étroit nécessaire, sans contenter, y trouver la félicité, c'est ce que je ne comprends pas. Voilà à quoi sert la religion. Nos philosophes auront beau dire la religion est une bonne chose, surtout pour les malheureux. Et qui est-ce qui ne l'est pas plus ou moins? Je veux mourir si vous ne devenez dévote. Le grand malheur, cette vie est si peu de choses quand on la compare à une éternité à venir. Mais vous parlez déjà comme une missionnaire. Je parle comme une femme persuadée. La marquise, répondez-moi vrai. Toutes nos richesses ne seraient-elles pas de bien pauvres guenilles à nos yeux, si nous étions plus pénétrés de l'attente des biens et de la crainte des peines d'une autre vie, corrompre une jeune fille ou une femme attachée à son mari, avec la croyance qu'on peut mourir entre ses bras et tomber tout à coup dans les supplices sans fin. Convenez que
ce serait le plus incroyable délire. Et voici, c'est ici que s'achève notre édition de Voyage au bout de la nuit, avec Jacques le fataliste et son maître de Diderot. J'espère que ceci vous a plu. Et bien sûr, j'attends vos récits, vos histoires, vos petits messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne nuit. À bientôt.